C'est le 7 août, un mardi, que mon mari quitta la maison paternelle pour l'inconnu. Alors qu'il avait cru devenir l'héritier d'une grande fortune, il partait comme un miséreux, à pied. J'avais mis en gage chez Ted Helt, Mochelchel, rehaussé de corail et d'émail, mes fibules, 2 paires de bracelets et le fusil du grand-père qu'on avait donné à Belkacem. En échange de tout cela, elle me prêta 300 francs que je remis à mon mari. Son train était à 11 heures, mais Belkacem sortit de la maison à 5 heures. Je l'avais accompagné jusqu'au bout de la ruelle, Amrouche. Il fit la rencontre de son père, qui lui souhaita bon voyage et lui dit : « Si tu ne trouves rien à faire, reviens à la maison. Il y aura toujours de la galette pour toi. » Mais il ne lui offrit pas un centime pour ses frais de route. J'ai su depuis que, jusqu'à la gare, mon mari n'avait cessé de pleurer. Il arriva à Constantine le soir même, et quelques jours après, je reçus une lettre de Soukharas où il m'apprenait qu'il était embauché au chemin de fer à raison de 39 sous par jour. Je m'étais remise à filer et à tisser des burnous avec l'aide de ma belle-mère. Levée avant l'aube, j'entrais dans le métier et n'en sortais que pour manger, car la Johara préparait les repas. Elle allait dormir chez sa fille qui avait accouché d'un garçon. Sa coépouse Douda, toujours jalouse de Zahra, l'avait chargée d'une corvée peu agréable. Elle lui avait remis 7 œufs qu'elle devait laisser 7 nuits dans la tombe d'un exilé. Après ces 7 nuits, elle les rapporterait et on les ferait manger au mari, Ahmed ou Amrouche, afin que le cœur de celui-ci devienne comme un cadavre à l'égard de Zahra, car avant d'avoir été déposés dans la tombe, ces œufs avaient été confiés à des femmes initiées qui avaient tracé sur eux des signes kabbalistiques. La Johara s'acquitta de la commission malgré sa répugnance. Mais le jour où elle rapporta les œufs, son propre petit-fils eut des convulsions et mourut peu de jours après. Et ma belle-mère pensa que Dieu l'avait puni d'avoir violé la sépulture d'un exilé. Paul fréquentait l'école, mais il manquait de souliers. Je lui avais tissé un burnous. Nous en avions, ma belle-mère et moi, tissé 2 autres qu'un parent éloigné avait vendus au marché pour 70 francs. À cette époque, le meilleur burnous valait 50 francs. Avec ces 70 francs, nous avions fait nos provisions pour l'hiver. Nous avions acheté 12 mesures de blé et 6 d'orge, car la Johra disait qu'il était préférable de mélanger. Nous avions constitué notre provision d'oignons et de poivrons rouges moulus. Pour la nourriture, nous étions à peu près parés, mais nous n'étions ni habillés ni bien couvertes. Aussi, avec le restant de laine des burnous, je pensais tisser une grosse couverture pour avoir chaud l'hiver. La mienne, mon mari l'avait laissée en cadeau à notre ami Aptiche pour les 3 mois qu'il avait passés chez lui, défrayé de tout. Les enfants rendaient visite à nos parents, qui les gâtaient beaucoup, surtout Henri. Depuis le 4 novembre, mon mari se trouvait à Tunis. Il gagnait maintenant 80 francs par mois. C'était déjà mieux que les 60 de Soukharas. Il m'avait envoyé pour les enfants de petites capotes en drap
j'avais revendu celle qui ne leur allait pas. Je revois Jean. Il n'avait pas encore 2 ans, très fluet, avait de beaux cheveux châtains, clairs bouclés. Il courait pieds nus dans la neige de la cour. Henri, lui, avait les cheveux noirs, le teint très blanc et la figure poupine, alors que celle de Jean était allongée. Le soir, quand les fellahs recevaient leur plat de couscous au bouillon de fèves séchées, ils appelaient les enfants qui réclamaient leur cuillère. Assis sur les genoux de ces braves gens, ils se mettaient à manger avec eux leur repas. Cette époque de ma vie a été fort triste, mais j'avais l'espoir qu'un jour mon mari aurait une situation et que je pourrais enfin quitter cette maison d'Ir Ali où j'étais en butte à des jalousies mesquines et considérée comme une renégate. Pour Noël, j'appris par une lettre du père Justrobe la mort de mon frère aîné Mohamed, qui était venu me voir pendant l'été. Il avait espéré emporter quelques litres d'huile de chez nous, mais je n'avais pas voulu demander de l'huile à mon beau-frère, qui me l'aurait refusé. Mohamed était reparti les mains vides, à mon grand regret. Il m'avait raconté que lui et notre frère Lahamara avaient partagé leurs biens, car Lahamara avait voulu emprunter pour s'en aller en France, où beaucoup d'Hainaut travaillaient dans les mines et les usines. Lui n'entendait pas s'exiler. Les 2 frères s'étaient donc séparés. Chacun peine pour ses enfants, avait conclu Mohamed. La nouvelle de sa mort me fit beaucoup de peine. Partout où j'avais vécu, il était venu m'apportant les cadeaux de ma mère pour les fêtes. À Tadel Toufla, c'est lui que ma mère désignait pour venir me chercher et me ramener. Très doux, un peu renfermé, la nature ne l'avait pas favorisé car il était mal portant. Dès son adolescence, il avait été pris d'un mal que j'ignorais. Peut-être que mieux nourri et mieux vêtu, Mohamed aurait eu plus belle apparence. Au cours du mois de janvier, un camarade de mon mari vint nous rendre visite. Il arrivait de Tunis, où il travaillait au chemin de fer. Il bénéficiait d'un permis de circulation pour sa femme et il devait m'en faire profiter. En effet, vers le 15 février, mon mari vint nous chercher, son patron lui ayant fait l'avance de notre voyage, car il pensait que loin de sa famille, son commis n'aurait pas l'esprit à ses affaires. Le patron avait donné à Belkacem une malle où nous mîmes les quelques objets et vêtements que nous possédions. Il lui avait accordé un congé de 8 jours. C'est ainsi que nous quittâmes le pays. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.